Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Clic d'Alix. Aujourd'hui, je suis avec la personne, enfin, après peut-être 1 an et demi d'échange de mails. C'est ça, il y a 2 ans. Avec moi aujourd'hui. Je suis contente qu'on puisse enfin faire l'interview parce qu'on a tellement galéré. Il y a des moments, toi t'étais dispo, moi j'étais pas dispo. Après c'est l'inverse, après c'est à l'étranger et ça y est, jour de gloire est arrivé. Personne est là. On est là. Et ce que je te disais tout à l'heure pendant qu'on faisait le petit ravalement de façade, c'est que depuis que j'ai posté l'interview de Paola, je pense que tu vois, les gens font vraiment le lien entre Paola et toi. Et j'ai reçu encore plus de demandes. Et Clara, quand est-ce qu'elle vient? C'est très gentil, merci beaucoup. Et je suis vraiment ravie de faire l'interview avec toi parce que tu vois, ça fait depuis un lustre qu'on doit la faire. Et vraiment, je les trouve super cool, bienveillantes. T'as une super belle approche et donc c'est un kiff de regarder mes copains déjà parler de ça, de t'entendre et tout. Et du coup, d'y participer aujourd'hui. Et ça me fait plaisir. Et d'autant qu'en plus, je trouve que tu fais partie des gens les plus énigmatiques depuis peut-être 2-3 ans sur les réseaux sociaux. Enfin, tu vois, à chaque fois que je regarde tes stories, genre je vois work, grosse journée de travail, et je ne vois pas ce qui se passe, tu vois. Et moi, je me dis, depuis là, le jour où elle vient poser ses fesses ici, je vais savoir ce qui se passe derrière tout ça. Parfois, surtout sur TikTok et plus dans mes DM, j'ai plein de gens qui sont en mode, mais en fait, je comprends pas, t'es qui, tu fais quoi, genre. Et je suis là, genre, C'est ce que j'allais te demander, t'as la sensation quand même de créer ça chez les gens, enfin, de créer ce petit sentiment de... mais qui est vraiment Clara Mars? En tout cas, c'est pas mon intention. C'est pas mon intention, tu vois, de poster des trucs et de me dire je vais faire la meuf mystérieuse, truc et tout. C'est juste qu'en fait, moi qui aussi regarde les réseaux, j'aime pas voir un influenceur ou un acteur ou un chanteur parler d'un projet qui va sortir dans 6 mois. Ah, c'est relou, et le teaser pendant des mois. Donc je préfère juste, histoire de montrer que je fais un truc en mode bon. On concocte un petit truc, mais voilà, je préfère, tu vois, quand j'ai des projets, j'en parle 2 semaines avant. Concrètement, sinon, moi, je sais que j'aime pas, à l'inverse, quand on me fait ça. Donc, j'essaie aussi de pas faire ça, mais pour aussi un peu montrer que je travaille, puis aussi poster des stories, parce que j'adore faire ça. Je suis en mode, aujourd'hui, je travaille, et je reste un peu dans le flou, et on passe à autre chose, tu vois. Puis en plus, ça fait tellement longtemps que t'es sur les réseaux, enfin, t'as fait partie de la génération, tu disais tout à l'heure tous tes potes, c'est vrai que j'en ai reçu quand même une bonne partie, Jules, Sullivan, Bilal, enfin toute cette génération de très jeunes, et ton contenu, il a hyper évolué entre le début où c'était la grande tendance des youtubeuses beauté, donc où dès que t'étais une fille, c'était très genré, c'était les morning routines, les swaps, tous ces trucs-là, et aujourd'hui où effectivement maintenant t'es quand même une jeune femme, t'es adulte. Là, t'as quel âge aujourd'hui? J'ai 22 ans, je vais avoir 23 ans dans 4 mois. Ok. Ah oui. Oui, ça pique. Hein, mais j'ai l'impression de réaliser que maintenant que j'ai 22 ans. Alors, ça, on va peut-être me prendre pour une ouf, mais à chaque fois, 20 ans, 21, 22, dans ma tête, j'avais encore 16 et je me persuadais que ça y est, j'avais encore 16 ans, je pouvais encore rester jeune, être encore un peu enfant. Pas que je me comporte comme une grande, mais juste dans ma tête, je suis en mode bon, ça y est, je suis encore un petit bébé. Tu vois, mon frère et ma soeur, ils sont plus âgés, je les vois encore plus jeunes. Enfin, c'est trop bizarre. J'étais conditionnée à me dire, bah non, je suis encore la fille qui vient tout juste de sortir de l'école et tout. Alors pas du tout, ça fait déjà un petit moment. Et là, je suis en train, ça y est, enfin de me conditionner et me dire, bon, t'es dans la vingtaine, t'es plus dans tes années d'ado et tu deviens une jeune femme et vas-y, quoi. Et moi, enfin, je sais pas toi, mais moi, ça me fait ça aussi quand je vois des gens de mon âge qui ont des enfants, qui sont mariés. Enfin, j'ai que 2 ans de plus que toi, hein, j'ai 24 ans. Mais tu sais, quand tu as des gens qui ont 24, 25 ans, qui ont des enfants, je me dis, mais... moi, je n'arrive même pas à faire mes déclarations toute seule. Alors déjà, et ensuite, moi, j'ai des copains qui se marient, là. Ça y est, je suis à un âge où j'ai eu... Alors... Ah, ça y est, t'as tes premières invitations de mariage, ça pique. Hein. En septembre, j'ai eu 2 mariages de copains, donc 2. Et là, j'en ai un en juillet, quoi. Donc, c'est les premiers mariages de copains, c'est les premiers mariages sans tes parents, avec tes frères et sœurs, avec tous tes copains et tout. Et ouais, tu te dis, avec mes copains, maintenant, on se fait tous les soirs, peut-être pas tous les soirs, mais pas mal de dîners, c'est plus des restos, c'est des dîners d'adultes, où il y a du vin rouge. Voilà, des trucs comme ça et tout, tu vois. Donc ouais. D'ailleurs, j'en ai fait un chez moi il y a pas longtemps, chez mes parents. Et j'ai renversé du vin rouge partout sur le canapé, donc c'était sympa. T'as combien de frères et sœurs? T'as un grand frère et une grande sœur, c'est ça? Exactement. Donc t'es la petite dernière? Je suis la petite dernière. Comment t'as vécu le fait d'être la dernière? Bien et moyen. Déjà, mon frère et ma sœur au-dessus de moi sont jumeaux, donc on n'a pas, ils viennent d'avoir 25 ans, donc moi j'ai 22 ans, donc on a 2 ans et demi d'écart. Ils sont jumeaux, donc tu vois, ils jouaient tout le temps à 2, ils étaient tout le temps à 2, puis moi j'étais vraiment le petit bébé un peu derrière. Puis en plus, nous quand j'étais très jeune, on a bougé aux États-Unis, habité là-bas, donc
à l'école, j'apprenais et le français et à écrire, parler, machin en français, et en même temps l'anglais. Donc, déjà, ça m'a mis dans... Donc, j'étais un vilain petit poussin, tu vois, et à l'école, et à la maison, et tout. Donc, je me sentais un peu genre... j'allais tout le temps vers mes parents, tu vois, en mode papa, maman... Tu cherchais un peu ta place, en fait. Ouais, je pense que je cherchais un peu ma place. Et voilà, après, en grandissant... Enfin, voilà, j'ai quand même eu une enfance très heureuse. Mon frère et ma sœur sont des amours et tout, mais c'est vrai qu'en grandissant, j'ai eu du mal, tu vois. Et surtout à l'adolescence, mon frère et ma sœur, on était quand même frères et sœurs, tu vois. On faisait des week-ends ensemble, on jouait ensemble et tout, mais on se disputait beaucoup. Quand j'allais dans d'autres familles, je me disais, mais est-ce que c'est normal, c'est pas normal et tout. Tu vois, tu sais, quand tu commences à aller pour la première fois chez des copains, tu te dis, oh, mais moi, j'ai pas cette relation avec mes parents, mes frères et mes sœurs et tout. Et voilà, et puis maintenant, la vie est bien faite. Maintenant, mais je vois dans tes stories, oui, voilà, c'est ça. Vous avez des amis en commun, vous faites des trucs en commun. Ouais, on a un beau groupe d'amis, on a des amis en commun, chose que je n'aurais jamais pensé avoir avec eux. Et puis maintenant, tu vois, quand j'ai un problème, là où avant j'appelais... moi, je suis le genre de personne qui a besoin, genre, de toujours raconter ma vie pour avoir une validation derrière, tu vois. Okay. C'est-à-dire que j'appelais tout le temps mes amis, ah, tu crois que je devrais faire ci, faire ça, dire ça, tu crois que c'est bien ci, c'est bien ça. Et maintenant, tu vois, déjà, je le fais beaucoup, beaucoup moins. Et si je le fais, c'est avec ma famille. Et chose que je faisais jamais avant, parce qu'on était très pudiques entre nous. Tu vois, on se disait pas ce qu'on ressentait, comment on se sentait, si on s'aimait, trucs et tout. Et voilà, et maintenant, on a une très, très belle relation et on rigole comme tout ensemble et c'est trop cool. Et pourquoi vous êtes allé vivre aux États-Unis ? Parce que mon papa avait un boulot en France et on lui a demandé de reprendre son même poste aux États-Unis, d'être expat pendant... Et c'était pendant combien de temps vous avez fait ça ? 4 ans et demi. Donc moi, c'était de mes 5 ans à mes 9 ans et demi. Et c'était où ? Presque New York. Ah, mais trop bien. Mais vous aviez un appart dans Manhattan non, ou un peu à côté ? on était un peu à côté. On était à Larchmont, pour ceux qui connaissent. On avait une petite maison au bord de la mer et tout. Et c'est genre à 35 minutes si je dis pas de bêtises, 35 minutes de Manhattan. Ah oui, donc tout près quand même, quoi. Ouais. Mais trop sympa, ça. Ouais, c'était trop cool. Moi, j'en avais de trop bons souvenirs. Après, j'étais très petite, mais j'ai des souvenirs encore très fluides. Et voilà, c'était vraiment une OG. Puis j'ai eu la chance, j'ai été dans une école française pendant 3 ans, puis après on m'a mis dans une école américaine. Et trop cool, tu vois, j'ai appris à lire, du coup en anglais, mais j'apprenais à lire en lisant à des handicapés. J'apprenais à faire des maths en jouant au Rubik's Cube. On apprenait à s'asseoir et à raconter nos émotions, nos sentiments, comment on se sentait, parce qu'on avait chacun dans notre classe un animal de compagnie. On avait un petit lézard trop mignon et on s'asseyait tout le temps, on se racontait nos émotions, machin. Donc c'est un système complètement différent du système français. Et j'ai eu la chance de pouvoir avoir quand même ce système-là. Et après, quand je suis rentrée en France, j'ai eu le système français, ça a été compliqué. Après, je trouve qu'on a quand même un système français, malgré qu'il soit compliqué, qui est quand même assez éducatif. On a quand même des très belles études supérieures après. Oui, puis bien valorisé quand même par de belles écoles. Mais effectivement, dans la façon de faire, c'était pas du tout la même chose. Mais tu vois, j'ai eu la chance de pouvoir connaître les deux, quoi. C'était génial. Et donc, quand vous rentrez, t'es au collège, en fait, non ? Ouais, non, même pas, non, encore. Quand je suis rentrée en France, j'étais en moitié de CM1. Fin de CM1. Je me souviens, c'était quand Michael Jackson nous a quittés. Ouais, c'est ça. Parce que j'étais en 6e, donc on a 2 ans d'écart. Exactement, c'était ça. Et ouais, là, ça a un peu été un échec scolaire à partir de ce moment-là. Je pense que mes parents, ils étaient un peu... Ils n'ont pas eu de chance avec les 3 enfants. On n'était pas très, très top en cours. Mais bon, voilà. Du coup, j'ai eu la chance, tu vois, de connaître un peu les deux systèmes différents, même 2 mentalités différentes. Tu vois, aux États-Unis, ils te mettent au théâtre, au foot, au tennis, au truc, au machin. Je faisais 1000 trucs. En France, c'est moins de trucs, mais j'ai eu la chance, j'ai des parents qui nous mettaient quand même dans des activités, qui nous demandaient ce qu'on voulait faire en plus, qui nous écoutaient et tout. Donc, vous avez quand même pu faire... T'as vécu quand même dans un cadre familial plutôt sympa ou oui. C'était oui, on a une famille très proche. En plus de ça, derrière, on a une famille qui est très très grande parce que mon papa, c'est le dernier de 8 enfants. Donc il y a plein de cousins, il y a plein de petits cousins, il y a des décalages de génération et tout. Donc non, on a quand même une très bonne relation. C'est juste qu'en grandissant, je pense que moi, premièrement, j'étais très pudique envers ma famille et que de base, on est une famille assez un petit peu pudique. Tu vois, on se dit pas nos émotions, nos sentiments et tout. Mais vous le pensez ?
Oui, on le pense. Et là, et surtout avec le temps, on se le dit, tu vois. T'arrives à dire je t'aime à tes parents et à tes frères et sœurs? Alors, love you, oui. Je dis genre love you, bye. Ouais. Mais un je t'aime, je crois que alors à voix haute, je l'ai jamais dit, ni à tout comme on se l'est jamais dit, je pense entre nous, tu vois, mais on le sait. On le sait. Et surtout, en plus, récemment, on a vécu, là, depuis 2-3 ans, on a vécu des moments très forts dans notre famille. Et ça nous a tous rapprochés. Puis, tu vois, rien que le fait d'être tous les 5 dans le salon, de se tenir la main et juste se dire des trucs de grands et tout. Je pense que, et nous, mon frère, ma sœur et moi, et nos parents, on est tous en mode ça y est, genre, on est grands, on est une grande famille et tout. Donc, on le sait. Mais après, moi, j'ai jamais dit love you, je le dis à tout va. Love you au téléphone avec mes copains, mes copines, mes trucs et tout, mes parents et tout. Mais un je t'aime classique, je crois que je l'ai, sauf à mon chien. Ce qui est un peu j'allais te dire, est-ce que tu as déjà dit à quelqu'un? Non. Jamais. Non, parce que... ou alors si, j'ai dû le dire quand il y avait des situations avec des copines peut-être, où elles vivaient des trucs, ou des copains qui vivaient des trucs tristes ou des trucs durs. J'ai dû leur dire, là, en leur prenant les mains, sache qu'on t'aime très fort, que moi je t'aime très fort, je serai toujours là pour toi et tout. Mais je t'aime très fort, tu vois, il y a toujours je t'aime très fort. Mais là, un je t'aime sacré, je pense que... je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais Bah non, mais c'est... Pour moi, c'est un mot puissant, à chacun. Et ça se dit pas à tout va. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont qu'un je t'aime, c'est... Après, c'est peut-être triste d'attendre un bon moment pour dire un je t'aime, mais... Non, c'est pas triste, c'est juste... Enfin, on n'est pas obligé de le verbaliser, tu vois. Oui, voilà. Mais c'est de pas le regretter plus tard. Non. Après, moi, je suis quelqu'un qui est très expressif par les émotions, par les actions. Oui. Donc, tu comprends bien, parfois j'en fais trop et mes petits sont en mode oh. Mais c'est ce que j'allais dire, ça se voit un peu dans ton contenu. Bon, après, on sait que ce qu'on montre sur les réseaux, c'est vraiment une partie intime de la réalité, mais que t'es quand même très maternante avec tes potes, que vous êtes un peu comme si t'étais la petite maman du groupe. Et c'est rigolo parce que tout à l'heure, tu me disais qu'au contraire, tu vois, t'es la Benjamine dans ta famille. Exactement. Et finalement, avec tes potes, ça s'inverse un petit peu, enfin, en tout cas, de ce que je peux voir. Comment ils le vivent, tes potes, ça? Est-ce qu'ils apprécient ou est-ce que parfois ils disent t'es trop sur nous? Non, la plupart, c'est cool parce que, en fait, pour moi, ce qui est valorisant, c'est que quand un ami a un problème ou quoi, et je pense que ça, c'est ma plus belle qualité que j'ai en amitié, c'est que je sais que n'importe quel ami peut venir me voir pour demander n'importe quel conseil, qu'il soit en tort, qu'il soit pas en tort, qu'il ait fait une grosse bêtise, qu'il ait pas fait une grosse bêtise ou quoi, et que j'aurai l'avis le plus et maternelle et tu vois, j'aurais pas de problème à lui dire ah bah là t'as merdé, mais essaie de faire ci, essaie de faire ça et tout. Objectif quoi. Exactement, du moins je l'espère que je le suis. Mais je pense que tu vois c'est très marrant parce que du coup avec mes amis et surtout avec les gens qui sont plus jeunes que moi, je sais pas, j'ai toujours été comme ça petite avec les bébés ou même les personnes plus âgées. J'adorais aller dans des maisons de retraite ou dans des hôpitaux et tout. C'était en fait je pense que comme chez moi, c'était moi le bébé et que j'avais personne sur qui faire la maman. Et qu'en plus de ça, mon frère et ma sœur, ils sont jumeaux. Ma maman, elle attendait un jumeau pour moi. Elle a fait une fausse couche de mon jumeau. Donc, je suis née toute seule. Et du coup, tu vois, j'étais toujours un peu genre, il fallait que je trouve un réconfort, tu vois. Et du coup, j'ai toujours été très, très maternelle. Et du coup, c'est très drôle parce que quand mes copains, parfois, on fait des week-ends où il y a mes parents et je suis avec mon frère et ma sœur, c'est l'inverse, tu vois. Genre, chez moi, c'est moi le bébé, alors qu'avec mes parents, c'est plutôt genre moi la maman et tout. Donc, c'est très drôle de voir le contraste. Et ça fait du bien aussi d'avoir une sphère où tu peux être posé et être le bébé et une autre sphère où tu te sens utile et où tu te sens aimé et où tu peux aider les autres, tu vois. Mais c'est fort ce que tu as dit par rapport à ton jumeau. J'avais vu que tu en avais parlé dans une vidéo de ça. Enfin, tu l'as rapidement évoqué quand même. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu as travaillé un petit peu ou tu l'as laissé un peu en side, tu vois, enfin, un peu derrière, quoi? Non, c'est pas quelque chose que j'ai travaillé parce que c'est commun. Malheureusement, les fausses couches, il y en a énormément, il y en a beaucoup. Donc, je l'ai toujours su, mais c'était pas... Enfin... Tu vois, j'ai eu une chance qu'il soit pas né en même temps que moi et que j'ai pas vécu quelques mois avec lui et tout. Donc ça m'a jamais trop perturbée ou quoi, mais c'est plutôt en grandissant où tu vois, j'avais des au tout début, tu vois, mes amis ils me disaient au tout début, quand j'étais pas expressive avec mes actions, de l'amour que je leur portais, ils me disaient mais comment ça se fait et tout. Et tu vois, j'étais une petite fille très renfermée. Et même
Enfin, tu vois, même plus tard, après, j'ai eu ça c'est autre chose, mais j'ai eu des troubles de comportement alimentaire. Je suis allée voir des professionnels pour ça et tout, dont une hypnotiseuse, d'ailleurs, j'y croyais pas du tout à ce genre de truc. Et j'y suis allée, et en fait, c'est elle qui m'a ressorti en fait, t'y vas et elle te ressort des moments de ta vie et tu te rends compte qu'en fait, c'est lié à l'enfance et c'est lié J'ai jamais eu de problème dans mon enfance, mais c'est juste que par le fait que j'avais un grand frère et une grande sœur jumeaux, que moi, j'avais pas eu mon jumeau, que parfois, je me sentais le bébé, je me sentais peut-être pas utile chez moi, ou que tu vois, c'était toujours moi la petite dernière, le machin, le truc, et que moi je suis une personne qui adore aider, qui adore machin, qui adore truc. Je pense que tout ça a fait que. Et du coup, après, en grandissant, je me suis renseignée. Il y a plein d'articles, ça s'appelle le syndrome du jumeau perdu. Mais c'est pas, tu vois, c'est commun, malheureusement, c'est commun. Et je sais que moi, j'ai d'autres copains qui ont déjà vécu la même chose et tout. Mais c'est juste que je pense que du coup, dans ma personnalité, en grandissant, je comprends de plus en plus le pourquoi du comment. Plutôt ça, mais voilà. Et pourquoi tu as certaines réactions parfois que les gens ne peuvent pas nécessairement percevoir Ah non, je pense pas, ou du moins j'espère pas, mais non, je pense pas, c'est juste que moi parfois dans ma tête, je suis... Enfin, tu vois, parfois petite, je me sentais... Enfin, dans ma tête, parfois toute seule petite, je me sentais un peu seule, tu vois, parce que tu te dis toujours, tu vois ton frère et ta sœur et tu te dis, oh, mais moi... Moi aussi, j'aurais dû avoir ça. Qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais eu ça, truc et tout, tu vois. Mais plus dans le bon sens du terme, tu vois. C'est pas, j'étais pas énervée contre eux ou tu vois, même mes parents, on n'en parle jamais parce que je pense qu'ils ont, enfin, tu vois. Mais ils te l'ont dit rapidement quand même. Oui, ils me l'ont dit parce que j'ai toujours su. Donc je sais même pas comment j'ai su pour te dire, mais donc je l'ai toujours su, tu vois. Mais moi, c'est un truc qui me porte tous les jours et j'y pense très souvent, tu vois. Je me dis si j'avais eu mon jumeau, on aurait fait ci, on aurait fait ça et tout, tu vois. J'y pense très souvent dans ma tête. Mais après voilà, tu vois, c'est pas... C'est pas douloureux quand tu Non, c'est pas douloureux et c'est pas un sujet dans notre famille, tu vois. Okay. Donc, voilà. Et tu penses que tes proches, ils te décrivent comment? Parce que là, depuis tout à l'heure, on parle vraiment de ce que... Enfin, en tout cas, on perçoit sur les réseaux, tu vois, ce côté maternel. Est-ce que tes proches te décriraient comme ça aussi? Ils te le disent parfois? Oui, ouais. Mes proches, ils me disent... sauf mon frère, surtout ma sœur, parce que ma sœur, c'est plutôt... Quand c'est plutôt moi qui vais vers elle ou ma maman plutôt. Mais oui, je dirais que maternelle et j'ose espérer être une bonne personne pour qui parler et demander des conseils. Et toi, tu as cette vision de toi? J'aimerais bien, en tout cas j'y travaille, mais pour moi il n'y a rien de plus important. Et tu te rends compte en grandissant, quand tu rencontres des gens et tout, que c'est important juste... en fait, d'être une personne déjà qui a un esprit sain, qui est en paix avec soi-même, parce que j'étais en guerre avec moi-même pendant des années et ça a été dur, tu vois, c'est dur de grandir, de se détester, de pas s'aimer et t'es malheureux, t'es inconscient, mais comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, tu vois. Et du coup, en grandissant, je me suis entourée de personnes qui m'aimaient et que je sentais qu'ils m'aimaient, qui me faisaient du bien et qui me disaient « Ah, mais c'est génial, t'es comme ci, t'es comme ça, t'es vraiment génial, t'es ci, t'es ça ». Donc ça me valorisait, ça m'aidait à prendre confiance. Et ensuite, en grandissant, tu te rends compte que les personnes qui t'entourent, du moins pour moi, feront de qui... Alors, les personnes qui t'entourent font... De toi ce que tu es. De toi ce que tu vas devenir, ouais. De qui tu es ou ce que tu vas devenir. Et du coup, j'aimerais bien penser que je suis une bonne personne, du moins j'y travaille au max. Et voilà, j'essaie de juger personne, d'essayer de comprendre tout le monde, de toujours voir le positif dans une situation, même si c'est une situation douloureuse ou quoi, de toujours en tirer le positif, et pour toi, et pour les autres. Du coup, voilà, mais c'est un travail tous les jours. Mais oui, si tu me reprends moi il y a 10 ans et moi maintenant, aucun rapport, et j'aurais jamais deviné qu'aujourd'hui je serais dans un état d'esprit mentalement où t'es en paix et tu t'aimes toi-même, tu vois, tu commences tout juste à t'aimer et à t'accepter et tout, quoi. Il y a une de tes copines qui n'est pas là, mais qui m'a transmis un petit message pour toi. Je vais te le montrer. On en a parlé tout à l'heure. Qui donc? On a rapidement parlé de la personne tout à l'heure. Palmouche? Il y a moyen que ce soit elle. C'est Palmire, je pense que tu l'as bien remarqué. Ouais. Je voulais te dire à quel point je t'aime et à quel point je voulais te remercier d'être la fille que tu es, si inspirante, si généreuse, si extraordinaire et bon délire. C'est avec toi que j'ai les plus grands fous rires, t'es ma confidente, t'es celle que j'appelle si ça va pas. T'as vraiment été une découverte extraordinaire dans ma vie et je pense que t'as été la plus belle depuis quelques années. Donc merci encore d'être la fille que tu es aujourd'hui et je te fais tous les bisous du monde et continue comme ça, t'es extrêmement forte. Et à mes yeux, t'es un modèle pour moi, la première, et
beaucoup de monde. Merci encore d'être celle que tu es. Oh là là. Ça me tenait à cœur de te montrer cette vidéo de Palmyre. D'ailleurs, je mettrai les réseaux de Palmyre dans la barre d'infos si vous la connaissez pas, parce que vraiment une pépite, j'adore la sur TikTok. Elle est si drôle. Fume de rire. Et drôle. je l'avais aussi découverte quand vous aviez repris... Enfin, je l'avais déjà vu passer, mais je l'ai surtout vu passer quand vous aviez repris les soirées parisiennes. Ah ouais, sur TikTok. Parce que, pour ceux qui ne te connaissent pas, il y a eu une sorte de mème qui est devenu hyper viral avec une phrase que tu as dit dans une morning routine ou un truc comme ça, en disant les soirées parisiennes, si vous ne savez pas ce que c'est, demandez à vos parents. C'était par rapport au rallye, en fait, c'est ça ? Exactement. Exactement. Et est-ce que ce mème, aujourd'hui, t'en rigoles ? Oui. Sur le coup, ça a été un peu dur quand même ou pas ? Est-ce que t'es devenue virale sur le coup, d'ailleurs ? Ou c'est un peu après ? Non, sur le coup, ouais. Mais j'ai eu pas mal de trucs. J'ai eu ça, j'ai eu soirée parisienne, j'ai eu Window, j'ai eu la danse comme ça au Brésil. J'ai eu plein de trucs. J'ai fait une vidéo où je faisais des fautes, tout le monde disait elle parle comme Ribéry. J'ai eu plein de trucs. En vrai, c'est très très marrant. Et en vrai, j'ai eu un truc, j'ai eu 100 000 abonnés, je me suis mise à chialer. Ça a été repris pas mal de fois. L'année dernière, d'ailleurs, pendant le Covid, au tout début, quand on disait il y a tant de cas en France et tout le monde reprenait ma photo de moi qui pleurait en mode c'était hilarant. Je l'ai vu, ou quand il y avait le discours d'Emmanuel Macron et qu'il me mettait en dessous. J'étais en fou rire, vraiment, c'était à mourir de rire. Et ah oui, à l'ancienne, ouais, c'était repris déjà rapidement et sur les réseaux, ça faisait déjà des petits booms à l'époque où je m'appelais Clara Chanel. Oui. Ça fait depuis très longtemps. Et en fait, non, à l'époque, en fait, tu sais, quand t'es petit, t'es avec ta famille et ton groupe d'amis avec lequel t'as toujours un peu été, donc tu te rends pas compte qu'il y a tellement d'autres gens dans le monde entier. Tu vois, tu penses que tout, en fait, comment t'expliquer ? Tu penses que par exemple, toi, tu vas à la messe tous les dimanches, tu penses que tout le monde va à la messe tous les dimanches, tu vois. J'étais pas encore assez grande pour comprendre par rapport aux soirées parisiennes ? Par rapport aux soirées parisiennes. C'est-à-dire que t'as évolué dans un milieu plutôt favorisé, où il y avait ces rallyes, parce qu'en fait, pour ceux qui connaissent pas les rallyes, en gros, c'est des soirées qui sont organisées entre personnes à peu près de la même ville, machin. À l'origine, vraiment de l'origine, c'était pour apprendre à danser. Bon, les temps changent et effectivement, maintenant, les soirées dansantes, c'est plus tous les samedis soirs. Et maintenant, c'est plus des groupes comme ça de gens de la même école qui se retrouvent le samedi pour aller apprendre à danser. Et puis ensuite, il y a des soirées qui sont organisées. Exactement. Donc c'est vrai que quand tu grandis dans ce milieu-là et que tous tes amis font partie de ce milieu-là, pour toi, tout le monde fait ça. Tout le monde va en soirée le samedi. Donc voilà, et donc je disais soirée parisienne parce que même moi, tu vois, tu disais le mot rallye, moi je pensais au rallye voiture, automobile. Donc aucun rapport, donc c'était la soirée parisienne. Voilà, et tu vois, et en fait c'est bien parce que ça m'a tout de suite plus jeune, ça m'a éduquée, tu vois, ça m'a éduquée directement sur le sujet en comprenant que on n'avait pas tous les mêmes chances, parce que quand t'es petite, tu t'en rends pas compte, tu vois, qu'on vient pas du même milieu, qu'on n'a pas du tout tous les mêmes chances que tout ça, tu vois. Donc en vrai, pour moi ça a été génial parce que ça m'a direct éduquée sur le sujet. J'ai direct compris qu'on n'avait pas tous cette chance et que ça, et comment ça va totalement changer aussi moi ma vision en grandissant, de faire attention justement à tout le monde, aux autres. Tu sais jamais par ce quoi les gens passent ou vivent ou ce qu'ils ont pas et tout, par rapport à toi et tout, aux autres. Donc c'est cool, tu vois. Je pense et en plus, je suis très contente parce que je sais que ça a vachement aussi éduqué ma famille en totalité. Et c'est cool, quoi. Comment ça les a éduqués ? Par exemple, alors attends, je vais essayer de trouver un exemple qui pourrait être illustré. Par exemple, ça les a éduqués, tu vois, par exemple, dans le milieu artistique, tu vois. Moi, mes parents, ils ont fait des études, ils ont fait des vrais tafs. C'est aberrant que je dise ça, mais bref, ils ont fait des métiers, en fait, ils ont fait des bacs études, un métier qu'on catégorise ou qu'on catégorisait d'un vrai métier. Et par exemple, tu vois, quand moi j'étais plus jeune et que je leur disais ah mais non, mais moi je veux peut-être faire ci, je veux peut-être faire ça, je veux peut-être faire de la musique et tout. Ça, je sais que ça leur a ouvert l'esprit et ça les a changés dans le sens où ils se sont dit ah mais pourquoi pas, là où je sais que par exemple d'autres personnes, soit dans ma famille ou ailleurs, n'auraient jamais respecté ou jamais écouté ou je sais que tu vois, faire ce que j'ai fait, et aussi, comme on a habité un peu à l'étranger, et que machin, et que truc, ça leur a ouvert l'esprit.
Du bon sens, du bon côté des choses, tu vois. Donc, comme quoi, tu apprends aussi des trucs à tes parents. Et c'est en grandissant que tu comprends que tu as aussi appris des trucs à tes parents, même quand tu étais plus jeune, tu vois. En plus, ta maman, elle travaille avec toi aujourd'hui. Oui. C'est ta momager. C'est ma momager. Ouais, elle travaille avec moi aujourd'hui, c'est génial. Bah, déjà, en fait, j'ai commencé à 13-14 ans. Donc, j'ai eu mes premiers rendez-vous vers 15 ans, parce qu'à l'époque, c'était même pas, tu vois, YouTube, c'était rien, il n'y avait pas d'argent, pas de monétisation et tout. Donc après, tu as tes premiers appels en mode... Mon premier appel, c'était pour participer à Rose Carpet, justement. Une chaîne qu'on avait avec plusieurs copines. Qui se souvient de Rose Carpet? Dites-le dans les commentaires. C'était trop bien. Et du coup, mon premier appel, c'était pour participer donc, à une chaîne et tout, qui était à l'époque produite par M6. Ouais. Et du coup, tu vois, j'étais obligée d'aller en rendez-vous avec ma maman. Et donc, on a continué jusqu'à mes 18 ans. Et en fait, tu vois, maintenant, aujourd'hui, elle continue de travailler avec moi parce que c'est la personne qui me veut c'est la personne qui sera la plus bienveillante envers moi. Et malheureusement, dans le milieu, tu as des gens qui sont prêts à te dire, à te vendre, à te faire n'importe quoi pour qu'ils aient de l'argent derrière ou, je sais pas, une reconnaissance ou j'en sais rien. Et je sais que ma maman, quoi qu'il se passe, tu vois, même quand je suis en tournage ou quoi, ma maman, elle me dit... ah non, mais là, je trouve que t'es pas à ton avantage ou machin, ou truc. Tu vois, c'est. Ouais. C'est ta maman, cool. Tu sais qu'elle va. Enfin, en plus, il n'y a aucune donnée monétaire qui rentre en jeu. C'est-à-dire qu'elle va pas te faire accepter un truc sur lequel tu doutes parce qu'il y a de l'argent, parce qu'en soi, son intérêt est pas financier à elle. Alors que si c'est quelqu'un extérieur, forcément. Bon, pas tout le temps, mais forcément, il y a un intérêt financier qui passe avant, quoi. Non, c'est cool. Et en plus, tu vois, elle respecte toujours mes choix. Tu vois, il y a des trucs sur lesquels elle me dit, je pense que tu devrais. Travailler avec cette marque ou accepter ce contrat. Et je lui dis, non. Elle me dit, mais pourquoi? Et je lui dis, si, ça. Et c'est cool parce qu'on a deux visions totalement différentes et parfois on se coordonne et parfois on s'apprend et tout. Donc c'est cool, tu vois. Et là où avant, par exemple, pareil, tu vois, quand j'étais plus jeune, ou avec ma famille, j'avais du mal à leur exprimer ce que je ressentais envers eux et tout, tu vois, genre, on sait qu'on travaille ensemble et ça nous a, déjà qu'on était très proches, mais ça nous a énormément rapprochés et c'est trop cool, quoi. C'est vraiment trop cool. Et ton rapport aux réseaux sociaux aujourd'hui, il est comment? Parce que tu as quand même été un peu chahuté entre tous ces petits buzz qu'il y a eu. Il y a aussi eu toute la période avec la Team LA que tu formais, avec Sullivan, Gloria, Jules, Antonin. Où aussi, on en a parlé avec chacun d'eux d'ailleurs que j'ai reçu, où ça a quand même été un truc où vous étiez très jeunes, vous avez été ultra médiatisé sur cette histoire, votre relation à tous était très médiatisée. Une amitié se termine, machin, enfin les petits couacs, comme dans n'importe quelle amitié, sauf que vous étiez exposés sur les réseaux. Et aujourd'hui, tout ça, mis bout à bout, ça te donne quel rapport avec les réseaux? Parce que tu communiques quand même beaucoup moins qu'avant. Enfin, en tout cas, tu vois beaucoup moins en story, t'es beaucoup plus discrète sur ta vie. Qu'est-ce que ça a changé tout ça dans ton rapport au réseau? Je pense que, ou du moins j'espère, je pense que j'ai toujours eu un rapport assez sain par rapport à ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu sur les réseaux sociaux. Quand j'étais petite, déjà, quand il y a eu tous les buzz, soirées parisiennes, les machins où tu te prenais des vagues de haine, et même à l'époque, tu vois, les petits influenceurs, ils n'étaient pas du tout respectés, c'était un tout nouveau truc, donc on se faisait terminer sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, pourquoi je suis connue aujourd'hui? Parce que sans ça, je serais jamais connue, c'est sûr. Tu penses que c'est tous les... à cause des buzz, parce qu'il y a... J'ai toujours eu plus d'amour que de haine, mais tu vois... tu vois, même, je croise des gens aujourd'hui qui on devient potes et tout, et au bout d'un certain moment, on parle et tout, et je sais pas, d'autres potes, on rigole, on dit Clara Chanel, parfois on en rigole et tout, et tu vois, ils me regardent, ils me disent, attends, mais c'était toi la petite Clara Chanel insupportable et tout, tu vois. Et c'est marrant parce que je sais que par une grande majorité des jeunes à l'époque, c'était par le bad buzz que j'ai été connue, tu vois. Il y a toujours eu plus d'amour que de haine, mais du coup, voilà, sinon, c'est sûr que, je pense que je serais pas là. Et du coup, j'ai perdu le fil de la question. Comment est-ce que ça a évolué ton rapport aux réseaux sociaux? Je pense que j'ai toujours eu un rapport sain, et même en grandissant, tu vois, si je me montre moins, c'est pas parce que quoi que ce soit. Pour protéger, c'est que t'as pas envie, quoi. Non, c'est pas que j'ai pas envie. Je pense que c'est, tu sais, quand t'es plus jeune, t'as beaucoup de facilité à prendre ton... Je faisais beaucoup de snaps à l'époque. J'avais un Snapchat qui s'appelait Clara Chanel. Et genre, vraiment, quand je te dis que tous les jours, je faisais des 50 minutes de vidéos, de story snap. Juste que, tu vois, à l'époque, c'était toute ma vie. C'était mes seuls amis. C'était le seul truc auquel tu vois, je rentrais de l'école. Bon, ça se passait pas très bien à l'école. Je rentrais à la maison. Bon, tu peux t'embrouiller avec ton frère, ta sœur. Tu rentres dans ta chambre. T'as ton téléphone et t'as tous tes amis derrière, tu vois. Et donc, c'est pour ça que je leur partageais beaucoup. Et en grandissant, tu essaies de te faire ta propre vie, de machin, de trucs. J'essaie de toujours quand même être
le plus proche d'eux, ou du moins de toujours être là quand il faut et leur dire les bonnes choses quand il faut. Mais du coup, en grandissant, et puis même, tu vois, il y a beaucoup de gens qui te suivent et tu te rends compte qu'il n'y a pas forcément que des gens qui t'aiment qui te suivent. Il y a des gens aussi avec lesquels tu bosses, il y a des gens avec lesquels tu veux juste pas partager toute ta vie. Donc voilà. Mais en revanche, par rapport aux amitiés, oui, c'est vrai que ça a été dur parce que c'est vrai que quand tu es très copain avec des personnes qui sont aussi exposées sur les réseaux sociaux, et puis du jour au lendemain, bah, c'est la vie, tu vois, vous êtes plus copains ou quoi. C'est là où ça devient compliqué parce que tu as plein de suspicions différentes d'histoires, tu as plein de rumeurs, tu as surtout des messages constamment et parfois tu as des montages, tu vois, de vidéos, de photos de toi et la personne avant et tu te dis oh, ça me manque et en fait on t'en parle constamment et du coup c'est difficile de tourner la page, tu vois. Et après, ce qui est très compliqué, moi c'est là où j'ai eu le plus de mal, je pense, sur les réseaux sociaux quand j'étais plus jeune, c'est les rumeurs. C'est que quelqu'un raconte une histoire qui est vraie ou faux, bon, mais que quelqu'un ou que du coup tous les réseaux pensent te décrire et ils finissent tous par dire ah mais en fait du coup cette meuf elle est ta et qui mettent littéralement les qualités que tu veux juste pas du tout avoir, les défauts du coup que tu veux juste pas du tout avoir, ça c'est dur. Ça c'est dur quand tu essaies de grandir et de te construire et que déjà tu t'aimes pas toi et que tu essaies de faire du bien aux autres et que du coup ça te fait du bien en plus avec machin avec truc et que tu vas sur les réseaux et que déjà on te parle d'histoires qui... Bon, c'est normal, on est sur les réseaux, mais on parle d'histoires qui concernent personne avec déjà des rumeurs, ça rend fou, et des informations fausses et tout, et qu'on voit quelqu'un qui te décrit comme tu n'es pas et comme tu détestes, enfin, tu voudrais vraiment pas être, c'est ça qui était compliqué. Franchement, c'était pas rigolo, quoi. C'était pas rigolo parce que déjà que toi, t'as du mal avec toi. Enfin, moi, je sais que moi, j'avais du mal avec moi-même en grandissant. Comme je disais, à m'aimer, à m'accepter, à grandir. Mais c'était surtout physique au début. Physique, c'était... Parce que t'avais fait une interview pour Click au sujet des TCA, de la boulimie. Ouais. On peut en parler de ça un peu bien ou sûr. c'est... Oui, non, bien sûr. Tu vas te heurter si c'est difficile pour toi, mais t'avais fait aussi une vidéo là-dessus, sur les complexes, sur les troubles du comportement alimentaire. Ouais. Pourquoi est-ce que t'as ressenti le besoin, à un moment donné, d'évoquer ça ? D'en parler, je pense que j'ai ressenti le besoin d'en parler parce que... Et c'est surtout en fait avec TikTok, bizarrement, tu vois, parce que c'est tout récent, ça fait 2 ans, et avec le confinement, où en fait, je me suis rendu compte que c'était pratiquement tous les jeunes avaient ou même adultes, tu vois, chacun avait c'est sûr que chacun a un défaut avec son corps, un machin, un truc, mais surtout les jeunes et les ados, les jeunes adultes et tout, j'ai remarqué que c'est pas un petit problème, tu vois, c'est qu'on a tous des troubles ou ça peut être différent et à des échelles différentes et tout, mais c'est là où je me suis dit, mais ouch, genre on est beaucoup, et en fait, t'as pas beaucoup de prévention là-dessus. Tu sais pas trop forcément comment faire, il y a personne qui te dit, ok, ça va bien se passer. Moi, je sais que, tu vois, moi, quand j'ai vécu ça, les troubles de comportement alimentaire, déjà, je savais même pas ce que c'était, je pensais même, enfin, tu vois, pour moi, c'était en mode, quand je me sentais pas bien ou quoi, je mangeais, je trouvais le réconfort dans la nourriture et ça me réchauffait mon corps. Et tu vois, je me couchais avec un mal de ventre, mais ça me réchauffait le corps et j'avais l'impression d'être aimée c'est trop bizarre. D'être entourée, en fait. Tu vois, d'être bien, tu vois, j'avais trop mal au ventre et tout, mais j'étais remplie en moi, du coup, t'es comme ça dans ton lit, mais je sais pas, c'était le truc, en fait, qui me remplissait de tout ce que j'avais pas, de tout ce que je pensais pas avoir autour de moi et tout ce dont j'avais besoin. Et bref, et du coup, je sais pas, pendant le confinement, TikTok et tout, je me suis rendu compte qu'il y en avait énormément qui l'avaient dans tous les sens et tout, et que c'était important d'en parler parce que moi, à l'époque, j'avais pas ça, tu vois. Moi, mon frère et ma sœur, ils sont tout minces, donc personne comprenait chez moi, tu vois. Toi, c'est un trouble boulimique que tu as ? Ouais. Ok. Moi, c'était c'était parce que, enfin, bon, c'est parce que ça restera à vie, mais boulimique. Et c'était compliqué, tu vois, parce que moi, j'en voulais à mes parents, tu vois. Tous les soirs, on dînait tard, on dînait beaucoup trop, ou c'était, tu vois, où ils m'ont pas aidé, ou machin, ou truc, mais parce que, normal, t'as une famille à nourrir, mon frère et ma sœur, eux, ils avaient besoin, tu vois, de tous ces aliments. C'était des aliments sains, tu vois, mais juste, ça me rendait folle, en fait. Tu vois, tu deviens psychopathe après. Tu te dis, non, je mange pas de gluten le soir, je mange pas de lactose, mais en fait, tu manges un épinard, mais en fait, même un épinard, ça devient trop. Et c'est à pleurer. Et après, tu vois, t'as du Nesquik, t'as du Nutella, t'as de la Bernaise dans le frigo parce que t'habites dans un cadre familial. Et j'étais obsédée la nuit, je me réveillais, j'en dormais pas. J'allais
mais courir en bas, tout manger, tout voler. Donc le lendemain, tu te fais engueuler par les parents, mais pourquoi t'as fini ça, mais nanani, nanana. Et du coup, toi, tu te sens conne, t'as honte et tout. Et enfin, je pense que personne comprenait, tu vois. Et pour moi, c'était pas une maladie. Pour moi, c'était juste normal et c'était juste moi le problème. Et... En fait, je pense que les gens qui comprennent pas ou qui ne connaissent pas peuvent assimiler ça à quelque chose de beaucoup moindre, genre par exemple de la gourmandise, tu vois, on va dire elle est gourmande, alors que ça va peut-être au-delà. Non, franchement, psychologiquement, c'est un poison. C'est un poison, t'as un démon en toi psychologique qui te prend ton dessus, tu vois. Et au-delà de juste fêter, de se dire non, bah, ce soir tu vas faire attention, pour te rendre fière, tu vas pas manger ça, t'y vas et tu vois, t'as ta petite voix dans ta tête qui te dit, tu vois, t'es une grosse merde, tu sers à rien, c'est pour ça que personne t'aime, c'est pour ça que tu ne t'aimes pas, et ça prend des proportions et c'est constant. T'en dors pas, tu penses constamment à ça à l'école, et tu vois, et t'as tout en plus avec la vie qui s'ajoute en plus, tu vois. Du coup, par exemple, quand je rentrais sur les réseaux, je voyais, si j'avais pas passé une bonne journée, je voyais 2-3 insultes, machin, tu reprends tout dans la gueule et ta petite voix dans ta tête qui dit, bah, tu vois, enfin, vraiment, c'est une maladie et ça pousse à des pensées super sombres. Et en fait, c'est ça qui est grave, c'est que ça a duré très longtemps sans même que je me rende compte et que je sache ce que c'est déjà et que c'était une maladie et que déjà que aussi beaucoup de jeunes vivent ça et que t'es pas du tout la seule à penser ça et tout. Enfin, c'était tout un truc et du coup, je me suis aussi sentie apte à en parler en me rendant compte qu'il y avait énormément de jeunes et de personnes beaucoup plus qu'on pense qui traversent ça aussi. Et aussi parce que moi, j'ai grandi et j'ai compris comment moi je pouvais m'aider, j'ai vu des spécialistes et j'ai essayé des techniques sur moi, des trucs et tout. Et maintenant, petit à petit, je commence à en sortir et tout, tu vois. Mais t'as des rechutes et parfois t'as des périodes où ça se passe très bien et tout. Donc t'as su, à un moment donné, quand même le verbaliser pour demander de l'aide extérieure ? Ouais, je suis partie en vacances pendant un mois. Mes parents ils m'avaient envoyé dans un camp de vacances l'été, un truc pour travailler et tout, ça m'avait rendu folle. Et je suis rentrée en fait de ce camp de vacances avec, je pense, plus 15 kilos. Parce que là-bas, j'étais tellement pas contente, j'étais seule, je me sentais seule et tout, que je mangeais pizza, chocolat, truc. Mais avant, voilà, t'as un petit corps de jeune fille, donc tu prends pas forcément. Et je suis rentrée avec vraiment des kilos en plus. Je rentrais dans plus un événement et moi je me rendais pas compte, je suis en mode j'ai grandi, c'est trop bien, tu vois. Et en fait je me souviens un jour je suis montée dans ma chambre et j'ai entendu un de mes parents dire lui en parlez pas, lui fait pas de remarques, lui faites pas sentir pas bien dans sa peau et tout. Puis même j'allais à l'école et tous mes potes ils étaient en mode à la rentrée ils m'ont tous regardé en mode et tu sais moi je me disais genre je sais pas, j'ai eu ma puberté, j'ai évolué, j'ai changé, ça y est et tout. Et en fait, c'est plus tard où tu comprends, genre, mais c'était pas du tout ça. Mais donc c'est là, en fait, où tu te dis, mais j'ai un problème et tout. Puis quand toi, tu penses être la seule à faire ça et que tu vois personne le faire. Et tu vois, moi, je sais que c'était très frustrant, tu vois. Pour moi, j'étais genre la moche de la famille, le machin, le truc, et de l'école aussi, et de machin. Et c'est constant, tu vois. C'est constamment. Et c'est en grandissant où j'ai compris que c'était une maladie et que voilà, notamment par les réseaux, je pense, où 2-3 personnes en parlent, puis quand tu grandis, t'en parles à tes copains et tout, qui disent « Ah, mais moi aussi, j'ai ça et tout ». Puis moi aussi, j'avais beaucoup aussi de copines minces qui avaient aussi des problèmes d'alimentation. Et là aussi, tu te dis « Ah, mais elle aussi, en fait, elle vit d'autres trucs et tout, tu vois ». Et c'est là où tu te rends compte qu'en fait, c'est tout un gros nuage, quoi, qu'il faut sauver, quoi. Et je trouve maintenant, il y a pas assez de prévention, mais... Avant, pour le coup, il n'y en avait vraiment pas. Et si tu n'en as pas à l'école ou à la maison, tu sais pas par quoi tu passes et tout, c'est difficile de s'en sortir soi-même, quoi. Donc, c'était important d'en parler et voilà, quoi. Et aujourd'hui, t'en es où avec ça ? Parfois, tu as des rechutes, parfois ça va. Je pense que ça dépend aussi de ton environnement psychologique, de pourquoi moi, il faut absolument que je m'entoure. Parce que moi, je suis une éponge envers les gens, donc c'est pour ça que j'ai besoin de m'entourer de personnes simples, bienveillantes, gentilles, trucs et tout. Pour que je sois dans cet état d'esprit-là. Et voilà, après, t'as des petites rechutes, mais tu vois, maintenant, je me sens beaucoup moins coupable, je culpabilise beaucoup moins. Je fais très souvent du sport. Avant, je faisais du sport pour les mauvaises raisons, tu vois. J'étais en mode, genre, je veux faire du sport pour être très mince, pour ci, pour ça. J'ai compris que physiquement, morphologiquement parlant, j'étais pas comme ça. Et maintenant, j'essaie d'aller au sport tous les 2-3 jours, mais juste, même si je vois pas de résultat, en fait, ça me fait du bien. Pour te sentir bien, ouais, pour te défouler. Ça me fait du bien, ouais. Puis même
même tu vois, au niveau de tu comprends quand tu grandis, quand t'as de plus en plus de gueule de bois, de plus en plus d'essoufflement, ou que tu montes les escaliers. T'as fait 6 étages, tu fais... Là, c'est là où tu te dis, tiens, mon corps commence un tout petit peu à vieillir, faut quand même l'entretenir. Donc, mais je suis beaucoup moins dure avec moi-même et je suis dans un état d'esprit où genre, le petit démon, je le laisse parler, mais mon petit ange prend le dessus et à la fin de la journée, t'es contente de s'être en fière. Puis j'ai de la chance, j'ai plein d'amis super autour de moi, j'ai une famille super et j'ai un super beau métier et je peux aider des autres et ça me réconforte, donc je trouve mon réconfort ailleurs. Et voilà, et parfois, tu vois, il y a des journées où je vais me commander Uber Eats, mais genre t'as peur, je vais me commander genre 8 restos différents, je vais faire un truc de ouf. Et je vais me dire, ok, bah c'est pas grave, vas-y. Et je vais pas être là en mode, vas-y, demain je bois que de l'eau, machin. Je vais être en mode, bon bah, demain si tu te sens de terminer les restes de pâtes, tu prends. Si tu veux manger de la salade, tu prends. Enfin, tu vois, c'est juste comprendre ce dont ton corps a vraiment envie et besoin et pas ton cerveau, tu vois. D'accepter aussi la situation et d'accepter que c'est une maladie et que ça restera à vie. Et que voilà, on vit différemment, on peut guérir, mais effectivement, ça reste ancré. Ça a des séquelles. Ouais. Et en plus, j'ai eu la chance, moi, d'aller voir des spécialistes pour comprendre aussi d'où ça vient. Donc, comme je te dis, ça venait de l'enfance où j'avais toujours besoin d'être sentie en mode utile. Et oui, mais ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que dans beaucoup, que ce soit des troubles du comportement alimentaire ou n'importe quel trouble, très souvent, effectivement, ça se focalise, là, en l'occurrence, sur l'alimentation, mais en réalité, ça n'a aucun rapport avec la bouffe. Là, si on écoute ce que tu dis, c'est un manque qui vient de ton enfance et ton besoin de contrôle, hop, va se focaliser là-dessus, parce que c'est la seule prise que tu as. Mais en réalité, c'est ça qui est important, je pense, d'avoir un accompagnement, que ce soit un accompagnement psychologique. On en parle super souvent ici, mais ou n'importe quel type d'accompagnement, tu vois, extérieur qui puisse te correspondre, parce que ça va permettre de guérir à la racine et, tu vois, pas seulement le trouble en lui-même. Ouais, exactement. Et moi, je me souviens, j'y suis allée et je me suis dit, bon, ok, la meuf, elle va me dire que c'est dû à ma puberté, quand j'étais jeune, au collège, quand j'ai commencé YouTube, quand truc, et en fait pas du tout, tu vois, et ça m'a ressorti des souvenirs d'enfance, et en fait on a compris que c'était là d'où c'était venu, donc c'était super intéressant, et intriguant, tu vois, aussi à la fois, et voilà, mais je pense que ouais, quand tu te forces à essayer de comprendre d'où ça vient, pourquoi, du comment, et tu te veux du bien et tout, et aussi plus tu grandis, plus tu prends confiance en toi, plus tu t'aimes de plus en plus, plus machin, plus truc, ça aide aussi. Et tu comprends que tu ne te valorises pas que par ton physique. Et que, tu vois, quand tes potes, par exemple, genre comme quand Palmyre te fait des vidéos comme ça, tu vois, tu te dis, bon, ok, je suis pas qu'une enveloppe, quoi, il y a autre chose. Bon, on l'a dit en intro, mais je veux savoir ce que tu fais de tes journées. Alors, il faut que tu me racontes, parce que c'est vrai qu'il y a eu, je trouve, depuis le voyage que tu as fait pour aller tourner Bia, qui était en Argentine, donc il y a une série Disney Channel. Je trouve que c'est vraiment là où il y a eu un shift dans ton contenu. Quand t'es revenu, voilà, t'as commencé à faire des petits trucs en scred. Là, j'ai vu qu'il y avait une histoire d'enregistrement. Projet secret que tout le monde a cramé. Projet secret qui, à mon avis, a été cramé. Mais c'est Antonin, non, qui en a parlé dans une vidéo. Antonin, il en a parlé dans une vidéo. Et puis surtout, en fait, c'est cramé, tu vois, à partir du moment où... Donc, c'est un projet de podcast. Voilà. À partir du moment où tu mets des micros, t'es en studio et tout. Voilà, donc, yes, j'ai eu l'opportunité, du coup, de faire mon propre podcast, qui sera sur une plateforme prochainement. Et si c'est sorti, on vous le mettra dans la barre d'infos. Si c'est pas sorti, je vous le mettrai. Je promets, je mets une alarme et le jour où ça sort, je le mets dans la barre d'infos pour que quand les gens regarderont la vidéo plus tard, ils puissent le trouver. T'es un amour. Mais non, j'ai vraiment... Déjà, j'étais super heureuse quand ils m'ont approchée pour faire ce podcast. En fait, c'est donc un podcast où il y aura 10 épisodes et j'invite des invités. Donc, par exemple, comme toi et moi, juste il y a des micros et on parle de sujets de jeunes, tu vois, on parle de comment s'affranchir de sa famille quand t'es adolescent, comment apprendre à s'aimer soi-même, comment apprendre à aimer son corps, la sexualité, les relations toxiques, les premiers amours, les premières ruptures. Enfin, on parle de plein de sujets super intéressants. Tout ce que tu vis, en fait, en tant que jeune femme. Tout ce que je vis en tant que jeune femme et surtout aussi tous les trucs aussi que j'aurais aimé avoir plus jeune, tu vois. D'accord. Tu vois, c'est bête comme exemple, mais tu vois, par exemple, quand t'as jamais eu ton premier bisou, moi j'allais sur YouTube taper comment embrasser. Bien sûr. Tu vois. Et c'est juste pour les trucs plus difficiles en mode comment s'accepter, si quelqu'un doit faire un coming out auprès de sa famille, comment faire un coming out et tout. C'est juste avoir un câlin auditif pendant 1 heure et avoir déjà 2 visions ou 3 visions différentes. Parfois, j'ai 2 ou 3 invités. Et c'est génial parce que tu as plein de versions différentes et tout. Et on a tous nos exemples, nos expériences. Et c'est vraiment cool. Et même moi, j'ai pas tout enregistré encore, mais en enregistrant les premiers podcasts,
c'est une thérapie, c'est génial pour moi. Mais ce genre de truc, c'est comme les interviews, tu ressors de là, t'es vidé. Tu sais, en termes d'énergie... Ouais, mais je sais pas, t'es vidé, mais t'es... Reboosté. T'es reboosté parce que, tu vois, par exemple, là, tu vois, là, c'est principalement moi qui parle que de ma vie, très narcissique pendant 1 heure et tout. Alors que là, le podcast, c'est vraiment, tu partages 3 visions différentes. On n'est pas les seuls à parler, donc tu vois, ça fait du bien parce que, du coup, t'as des visions différentes et tout. Et je sais que quand toi, tu racontes ton point de vue, l'autre, il raconte son point de vue, et t'es là, mais oui, mais moi, si j'ai pas ça, comment je fais? Et du coup, t'as des aides entre nous et tout. Ouais. Donc c'est génial. Et franchement, je m'en suis rendu compte, tu vois, pendant les vacances de Noël, je me suis dit, putain, mais en fait, ça m'a trop fait du bien, ça me manque trop, j'ai trop envie d'y retourner. C'est une petite séance super sympathique, quoi. Déjà que je me rends compte que même moi, ça m'aide pour les étapes de tous les jours. Donc j'ai trop hâte que ça sorte et que ça puisse aider un maximum de personnes, quoi. Donc il y a ça qui t'occupe. Ouais. Il y a quand même, tu restes influenceuse, donc sur Insta, il y a encore des placements, ce genre de choses. Alors moi, je travaille avec très peu de marques parce que j'ai toujours travaillé comme ça avec très peu de marques parce que j'adore travailler avec des marques niches qui m'intéressent vraiment et que j'aime vraiment. Donc en vrai, je travaille avec très peu de marques, ce qui est bête ou pas bête parce que oui, il n'y a pas de placement à gogo. Il y a des stratégies différentes, tu vois. Moi, j'espère que ça va me durer sur une carrière. Chacun fait comme il veut et je respecte tout. Mais tu vois, plutôt qu'à l'époque où j'aurais pu faire genre 10 partenariats avec 10 marques par jour, des thé détox, des machins, ça m'intéresse tellement pas de partager ça parce que pour moi, c'est à mon âge peut-être, mais à l'ancienne, quand j'avais 14 ans, j'allais certainement pas partager des thé détox pour des filles qui étaient encore plus jeunes, alors qu'en plus je passais par des troubles alimentaires, tu vois, des trucs genre ça n'avait pas cohérent sens. Quoi. Donc j'essaie de toujours faire des trucs qui font sens. Donc je travaille avec peu de marques, mais oui, mais tu vois, parfois j'ai des shootings, parfois j'ai des tournages. Mais alors c'est pourquoi ces shootings et ces tournages? Par exemple, là j'ai eu un shooting hier, c'est par bon, ça c'est même pas un partenariat, c'est juste une fille avec qui j'ai bossé une fois où on s'est super bien entendu, qui lance sa marque. Donc je l'ai aidée pour faire du contenu. Par exemple, la semaine prochaine, je pars avec Porsche pour tester leur voiture. Genre, tu vois, c'est des trucs où t'as des trucs, soit tu produis des contenus, t'as des trucs, soit t'aides les gens, t'as des trucs, soit tu vas tester leurs produits. T'as des trucs, t'es payé, des trucs t'es pas payé. Oui, pas que des échanges monétaires, mais sur les contenus comme ça, par exemple Porsche, ça c'est plus de l'échange d'expérience, généralement. Ouais, c'est ce que Annie disait aussi, quand c'est des marques très luxe comme ça, on va pas te filer une voiture, enfin j'en prends chez toi. On rêve, mais... Le gifting. Non, et même on te paye pas, et puis quand même si on paye pas, je suis la première à courir, à y aller. Et généralement, c'est marrant, mais... Bon, je sais pas si j'ai le droit de vous dire ça, mais je vous dis un petit secret. Généralement, les plus grosses marques... ça dépend. Mais je sais qu'il y a les plus grandes maisons sont celles qui ont le moins de budget ou qui offrent le moins de budget ou quoi. Et c'est pas forcément de leur faute, c'est juste aussi que parfois ils en ont pas besoin et ils ont rarement besoin d'influenceurs, du coup ils ont des petits budgets. Et parfois les plus petites marques ont les plus gros budgets. C'est vrai, hein. Souvent les grosses maisons de couture, etc. Parce qu'il y a toute une expérience, il y a le prestige de collaborer mais sans rémunération avec la marque, de se voir offrir une tenue, de se voir, même si on peut, après c'est tout un débat, mais est-ce qu'on considère le gifting comme une rémunération ou pas, tu vois, mais en tout cas échange monétaire. Non, mais par exemple, moi, dans mon métier, en tout cas, je sais que un poste, généralement, c'est rémunéré, mais tu vois, ça dépend. Tu vois, il y a des marques où tu fais des postes pas forcément rémunérés, qui t'offrent des expériences, donc juste par bonne conscience et bien de procéder, tu leur offres un poste derrière. Et puis même, c'est un plaisir, hein, même si... genre la partie avec toi. Tu sais, en vrai, tu sais que tu vas créer du contenu, tu vois. Bien sûr. Donc, mais je vais être la première à être comme ça devant la voiture, tu vois. Donc, mais bien sûr. À l'américaine, posée sur le capot comme ça. Je vais ressembler à une citrouille, mais ça va être trop drôle. Non, ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Écoute, j'ai hâte de voir ça sur les réseaux. Bon, ça fait une petite heure qu'on papote. On va s'arrêter là, madame. Ça fait 1 heure. Bah oui, mais en fait, on a plein de trucs à dire. On pourrait faire une partie 2, une partie 3, il faudra que tu reviennes. Mais c'était vraiment trop cool d'avoir cet échange avec toi. Et merci de ta transparence et franchement de ta sincérité, parce que je le dis rarement aux gens qui viennent. À chaque fois, après une interview, à chaque fois, je me dis, j'aurais dû lui dire... tu vois, franchement, c'est un cadeau à chaque fois que les gens me font. Donc merci pour ça. Bah, merci à toi. Et il y a une tradition à la fin des interviews, c'est que tu mentionnes un créateur de contenu ou une créatrice que tu aimerais bien voir à ta place. Soit un de tes potes, soit quelqu'un que tu apprécies sur les réseaux, que tu connais pas nécessairement. La preuve, c'est que ça en a fait pas mal. Hein. Là, je t'avoue qu'on commence à avoir fait un petit tour quand même. La petite Palmyre. Hein. Bah allez, Palmouche. Palmouche. Allez, à ton tour. Et j'aimerais bien qu'un jour, quelqu'un vienne t'interviewer toi. Punaise, tu sais le nombre de gens qui J'aimerais bien, me parce que ça disent suffit, tout le monde parle et tout. Moi, je suis la première à parler pendant 3 heures. J'aimerais bien qu'on t'interviewe. Mais un jour. moi, j'apprécie faire parler les gens et moi, rester un peu... Je suis sûre que ta communauté va en savoir aussi un peu plus sur toi. Ce serait trop cool. Ce serait marrant d'échanger les rôles.
Peut-être qu'un jour ça se fera, peut-être qu'un jour je me laisserai tenter. Eh ben, on espère, on croise les doigts. Bon, on met les réseaux sociaux de Clara ici, les miens juste là. Comme d'hab, vous nous dites dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'interview. On lit tous les commentaires, donc c'est vraiment super important à chaque fois. Abonnez-vous à la chaîne, puisqu'il y a des interviews qui arrivent quasiment toutes les semaines. Et puis nous, on vous fait des très très gros bisous. On vous retrouve très vite. Ciao! Bisous!